êtes député et vous avez déposé une proposition de loi avec un collègue socialiste, une proposition de loi pour obtenir, là aussi, une sorte d'indemnisation des victimes du coronavirus, c'est bien cela ? Oui, pour créer un fonds d'indemnisation pour les victimes les plus graves du Covid-19. Vous savez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré le 21 avril à l'Assemblée nationale qu'il y aurait une reconnaissance automatique et systématique en maladie professionnelle pour les personnels soignants, notamment à l'hôpital, mais pas simplement à l'hôpital, qui sont malades du Covid-19. Donc ça, c'est indispensable, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. D'abord parce qu'il y a des personnels non soignants, et puis surtout, il y a tous les autres travailleurs, tous les premiers de tranchée, ceux qui sont montés en première ligne. On en a assez parlé ces dernières semaines, les hôtesses de caisse, les éboueurs, les enseignants, et puis les résidents en EHPAD, et puis les bénévoles qui sont allés notamment au secours du service hospitalier, mais aussi des associations de solidarité, et puis bien évidemment ceux qui ont tenu des bureaux de vote, par exemple, ou qui ont fait des métiers de maintenance ou de logistique. Et ceux-là doivent aussi pouvoir avoir une réparation des préjudices qu'ils ont subis s'ils ont eu des séquelles temporaires ou définitives. C'est ce que nous mettons dans notre proposition de loi déposée aujourd'hui avec mon collègue Christian Hutin, un fonds d'indemnisation qui permet d'avoir la solidarité nationale au niveau financier de l'État et la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Ça évite des procédures longues, incertaines, et puis notamment de maladies professionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit aujourd'hui aux victimes du Covid-19, du coronavirus, du fait notamment des fautes qui ont été constatées dans la gestion de la crise par le gouvernement. Notre objectif à nous, c'est qu'il y ait une indemnisation qui soit digne, juste et surtout rapide. On ne va pas attendre 20 ans, comme certaines victimes de l'amiante, pour pouvoir indemniser un préjudice subi. Nous, ce que nous avons mis dans la proposition de loi, c'est qu'une fois que la demande est déposée, il faut qu'il y ait une proposition de dédommagement au bout de 6 mois. Et c'est tout l'intérêt de cette proposition de loi. Alors, ensuite, il y aura des commissions d'enquête au Sénat et à l'Assemblée nationale, là pour établir les responsabilités politiques. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous, oui ou non, favorable à la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes les plus graves du coronavirus ? Comme nous le proposons avec mon collègue Christian Hutin et l'ensemble du groupe socialiste et apparenté dans la proposition de loi que nous venons de déposer, ce fonds permettrait d'indemniser toutes les personnes connaissant des séquelles temporaires ou définitives et les ayants droit des personnes décédées du fait de leur infection au virus SARS-CoV-2 sur le territoire de la République française. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ici même, le 21 avril, une reconnaissance systématique de maladies professionnelles pour les personnels soignants malades de la Covid-19. Cette reconnaissance pour les seuls personnels soignants qui manifestent aujourd'hui est certes indispensable, mais n'est pas suffisante. Elle ne concerne donc pas les hôtesses de caisse, les agents des forces de l'ordre et de la sécurité, les pompiers, les enseignants, les agents de la propreté publique ou de maintenance, les postiers, les livreurs. Elle ne couvre pas les résidents d'EHPAD, les bénévoles de la réserve sanitaire venus prêter main forte à l'hôpital ou assurer l'aide des plus démunis, ni les personnels et les personnes chargées de la tenue des bureaux de vote lors des élections municipales du 15 mars. Si beaucoup de combattants en première ligne ou en deuxième ligne infectés par le SARS-CoV-2 ont guéri de formes moins graves de la maladie, d'autres sont décédés ou ont passé des jours, voire des semaines entières en réanimation sous respirateur artificiel et porteront des séquelles durables. Ce fonds, qui s'inspire de celui de l'amiante ou des pesticides, n'oubliera aucun des malades atteints des formes graves du coronavirus et apportera une réponse digne, juste et rapide. Monsieur le Premier ministre, nous vous proposons de passer de la parole et des applaudissements aux actes en prévoyant l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, sans distinction de toutes les victimes graves de cette pandémie. Merci, le ferez-vous ? Je ne partage pas votre proposition de créer un fonds. Je crois qu'il est logique d'inscrire cela dans le système de maladies professionnelles qui est déjà éprouvé et qui fonctionne bien et qui me paraît tout à fait adapté à la problématique que vous évoquez.
Monsieur le ministre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à compter du 11 mai et du déconfinement progressif, les associations de solidarité vont avoir besoin de tous leurs bras, et en particulier des bénévoles seniors. Je l'ai évoqué hier dans un papier dans le quotidien La Croix. Les 60-70 ans représentent aujourd'hui 45% en termes de participation aux associations. Et on le sait, ils ont un rôle incontournable, indispensable à la continuité des missions de solidarité. On l'a vu avec les banques alimentaires. Ils se sont fait remplacer pendant la période de confinement par des actifs qui sont en chômage partiel, mais qui vont devoir reprendre le boulot, le travail progressivement. Et donc, est-ce que vous pouvez les assurer qu'ils pourront, ces bénévoles seniors, eh bien, disposer de toutes les garanties de sécurité sanitaire en matière d'équipements de protection individuelle, de masques, de gel et éventuellement de tests, parce qu'il va y avoir beaucoup de boulot, notamment en matière de lutte contre la précarité et la pauvreté dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Monsieur Juanico, vous êtes revenu sur la question des bénévoles âgés de plus de 70 ans qui se sont fait remplacer. Moi, je veux aussi redire, parce que je ne l'ai pas fait dans mon intervention liminaire, que beaucoup de bénévoles âgés ont continué à s'engager pendant la crise. Vous posez la question finalement de la bascule dans la reprise et dans le déconfinement. Est-ce que les associations pourront continuer à reposer sur des bénévoles, soit évidemment des bénévoles âgés qui reviennent, et à ce moment-là, il faut que toutes les conditions sanitaires soient garanties. Évidemment, ce sera le cas, et on accompagne les associations pour cela. Il y a des consignes maintenant qui sont très claires, des gestes barrières, mais aussi des protections dans un certain nombre de situations, notamment quand vous êtes face au public, qui doivent être garanties, et elles le seront. Madame la ministre, une première question sur l'impact de la crise sanitaire sur le sport amateur. Les 300 000 clubs, les 3 millions de bénévoles, les 16 millions de licenciés sur nos territoires qui sont inquiets pour la pérennité de leurs activités et puis aussi sur leurs ressources financières. Il y a une étude d'impact qui nous a été présentée ce matin de la Centrale du Sport, qui est une start-up stéphanoise auprès de 3 000 clubs, qui montre qu'en moyenne, 10 événements associatifs dans les clubs sportifs ont été annulés en fin de saison entre mars et juin pour une perte financière sèche de 7 000 €. Et tous ces événements ne pourront pas être reportés. De même, ces clubs sont très inquiets sur le sponsoring et le mécénat. Donc 40% au niveau local dépend des artisans et des commerçants locaux et qui seront très impactés par la crise. Donc ma question est simple, est-ce que nous pourrons compter dans le plan de relance du sport sur un fonds de solidarité financier en faveur du sport amateur? Mais est-ce qu'il n'est pas le moment aussi d'offrir une activité physique adaptée, de sport santé bien-être, pour les malades chroniques en particulier, et puis ceux qui ont commencé ou repris une activité physique et sportive pendant le confinement? En tout cas, tous les salariés aujourd'hui du monde associatif, qui étaient officiellement salariés, toutes les associations, tous les travailleurs indépendants qui travaillaient en prestation pour les associations sportives peuvent bénéficier du fonds de solidarité et peuvent bénéficier du chômage partiel. Évidemment, nous sommes aussi intervenus auprès des collectivités, auprès de l'ANS, nous-mêmes en tant qu'État, pour les grands événements sportifs en tant que ministère, parce que c'est nous directement qui soutenons les grands événements, pour maintenir les subventions. Et ça, c'est important, de maintenir ces subventions promises aux associations et de ne pas les conditionner à la réalisation de telle ou telle opération ou du maintien de tel ou tel événement qui n'aurait pas pu se dérouler. Et puis, nous avons insisté aussi sur cette chaîne de solidarité, cette solidarité entre les gens. Et honnêtement, les associations, elles ont la trésorerie qui reste aujourd'hui, qui a été payée en début d'année par les citoyens. Donc, sauf à ce que tous les citoyens reviennent vers leur propre association en demandant un remboursement, la trésorerie est là et elle permet de terminer la saison. J'entends tout à fait et je vais tout à fait dans votre sens quant à dire qu'il va falloir des mesures spécifiques pour le sport. Nous y travaillons. L'enjeu est bien la survie pure et simple de milliers d'associations sportives sur le terrain qui, en majorité, ne sont pas employeuses et donc n'ont pas eu accès au fonds de solidarité gouvernemental. La crise sanitaire a démontré la nécessité d'un État fort dans le domaine du sport. Mais au-delà, Madame la Ministre, il y a urgence à lancer un plan de sauvetage pour tous ces clubs en difficulté. Voici quelques propositions. Tout d'abord, la création d'un fonds de solidarité au niveau national, avec l'augmentation pérenne de 100 millions d'euros du produit des 3 taxes affectées sur les jeux, les paris sportifs ou la taxe buffet. Ce fonds spécifique permettrait des aides directes ou de développer les emplois sportifs qualifiés, en particulier pour les activités du sport, santé, bien-être ou loisirs. Deuxièmement, des mesures de soutien au sponsoring et mécénat sportif des clubs locaux. Enfin,
Un chèque sport d'environ 100 € à la rentrée pour les familles permettrait de soutenir les dépenses sportives comme la prise ou la reprise d'une licence. Madame la ministre, que comptez-vous faire? Je suis d'accord avec vous, la place de nos associations sportives est centrale dans nos vies. Il n'y a pas un jour où je ne me demande pas comment les aider à fonctionner au mieux, à solliciter mes collègues de la santé, de l'éducation, de la ville, pour leur ouvrir de nouveaux territoires d'intervention. Et c'est encore plus nécessaire avec la survenue de la crise. Mais vous avez raison, aujourd'hui, elles ont besoin de notre aide et de notre solidarité, de notre confiance et de notre soutien. C'est ce que nous faisons. Je me bats chaque jour pour que le sport ne soit pas oublié, et il ne l'est pas. Il ne l'est pas dans le cadre des mesures de droit commun, de soutien économique. Je voulais vous parler de théâtre. J'ai eu le directeur du Centre dramatique national de la Comédie Saint-Étienne au téléphone. Il vous salue. Ils peuvent fonctionner grâce au dispositif du chômage partiel depuis quelques semaines, depuis la mi-mars. Est-ce qu'ils pourront continuer à en disposer? Est-ce que vous pouvez les rassurer là-dessus? Et puis, bien évidemment, il y a des questions qui portent sur le déconfinement. Quand c'est qu'ils pourront reprendre leur répétition? Et comme c'est une école aussi pour des jeunes en formation, avec des petits effectifs de 10 personnes, est-ce qu'ils pourront aussi reprendre rapidement, je dirais, les cours de l'école de la Comédie de Saint-Étienne? Nous souhaitons accompagner le théâtre privé. C'est pour ça que nous avons travaillé sur ce fonds. C'est pour ça que nous mettons des moyens en face. C'est pour ça qu'il sera disponible au 1er mai, que les acteurs qui ne sont pas membres de la STP pourront bénéficier du dispositif. Et je compte vraiment donc évidemment sur les différents partenaires pour que ce fonds soit accessible et abondé par les collectivités territoriales. Sur Saint-Étienne, oui, j'ai déjà répondu à cette question, et donc ça fait partie des travaux qui vont commencer dès demain. Et je salue Arnaud Meunier d'ailleurs.